Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus, d'assister à ce webinaire. On attend encore quelques participants, donc qui sont un peu moins ponctuels que vous. Donc, je me permets de faire patienter pour animer. Donc, il s'agit d'un webinaire qui va être consacré à la réduction à trouver des solutions et des méthodes pour réduire l'absentéisme et le turnover en EHPAD. Et on le fait à deux avec Hervé Andriot, qui a une longue expérience de terrain, et moi-même, qui ai l'expérience d'un autre terrain, celui du recrutement et celui aussi de la gestion des turnovers, la fidélisation des employés. Donc, je vous laisse un petit peu patienter et on attend encore un petit peu de personnes. Vous avez un chat, donc vous pouvez évidemment réagir dessus et s'il y a des soucis. Donc, Julien Texier est notre modérateur qui n'hésitera pas, qui répondra à toutes vos questions. Donc, bonjour Olivia, bonjour Jolene. On va commencer dans 2 minutes, le temps que tous les gens puissent arriver et puis pour ne pas mettre en retard non plus ceux qui sont ponctuels. Bien, donc je vous propose que nous commencions. Donc à nouveau, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'assister à ce webinaire qui est consacré à la réduction de l'absentéisme et du turnover en EHPAD. Donc, je suis Benjamin Stanislas, je dirige le groupe Dièdre, qui est un cabinet de conseil RH et un cabinet de recrutement. Je recrute depuis 2004, principalement sur le secteur IT, qui a la particularité d'avoir connu de nombreux bouleversements, des crises, et donc j'ai pu intervenir à la fois sur des recrutements individuels, la chasse de tête, sur des recrutements de masse, pour constituer des équipes, sur la gestion du turnover, sur la fidélisation d'employés, soit dans des situations de crise, de bouleversement, ou soit dans des situations de fusion-acquisition. Donc, je fais depuis 20 ans. En 2019, j'ai aussi obtenu un master en gestion et dynamique des organisations à l'École des mines de Paris à l'ESCP. Et donc, j'ai souhaité appliquer, faire partager l'ensemble de mon expérience auprès des EHPAD. Mais évidemment, des solutions ne peuvent pas être importées comme ça d'un secteur à un autre. Je me suis donc rapproché d'Hervé Andriot et on a travaillé quelques mois pour confronter nos expériences, se rapprocher, construire une offre d'accompagnement spécifique à votre secteur. Bonjour à tous, je suis Hervé Andriot. Certains d'entre vous me connaissent. J'ai eu la chance de les accompagner dans leur parcours professionnel. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le médico-social. D'abord avec des petites équipes où je mettais les mains dans le cambouis et c'était très pratico-pratique. Et puis après, en tant que directeur d'EHPAD, de plusieurs EHPAD, en tant que directeur régional, directeur territorial, à la fois pour les gestionnaires privés commerciaux et les gestionnaires associatifs. Déjà, il y a 10 ans, on commençait sérieusement à réfléchir à cette situation du turnover et ça me paraissait comme la pierre angulaire de difficultés multiples de nos organisations, tout simplement parce que nos organisations ne sont pas faites pour travailler avec un foisonnement d'équipes comme ça qui bougent tout le temps. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos sentiments respectifs par rapport à cette problématique ont fait que Benjamin Stanislas et moi, nous nous sommes retrouvés sur cette problématique professionnelle. Alors, pour être clair, le titre du webinaire, c'est anticiper l'absentéisme et le turnover et le réduire. Pour autant, l'objectif de notre accompagnement, c'est de retrouver les conditions qui permettent de travailler mieux en EHPAD à enveloppe financière constante. Pourquoi cela? Parce que la réduction, on va le voir, notre diagnostic fait que la réduction de l'absentéisme et du turnover est un moyen pour arriver à travailler mieux.
mais c'est absolument pas l'objectif. Si on se fixe ça comme objectif, c'est assez facile, hein. Il y a des petits mécanismes de motivation mécanique qui permettent de faire baisser l'absentéisme de 10 à 20%, mais pendant 6-8 mois. Si on ne s'attaque pas au fond du problème, l'absentéisme revient au niveau initial. Donc, c'est pour ça que, suite à quelques échanges, c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur le travailler mieux. Et vous verrez que ce webinaire est divisé entre un diagnostic, notre méthode qui correspond au diagnostic et les outils à développer. Alors, pourquoi travailler mieux? Pourquoi ce terme générique? C'est parce que suite à quelques échanges que nous avons eus avec des directions d'EHPAD, il est clairement apparu que les situations sont très différentes d'un EHPAD à l'autre, hein. Les situations locales sont différentes, les pathologies traitées sont différentes, la taille de l'EHPAD, le type d'EHPAD entre l'associatif, le public et le privé. Bref, donc les objectifs sont tous différents et travailler mieux nécessite quand même qu'on le redéfinisse, qu'on mette une réalité derrière, ce qui nous permet d'ailleurs de définir des indicateurs pertinents d'évolution et de créer une véritable gouvernance dans l'accompagnement qu'on vous propose. Bon, sur la question de l'enveloppe financière, on ne nie pas que la question des salaires est importante, mais d'une part, elle n'est pas de notre ressort, et puis d'autre part, le plus important, c'est que à la fin des assises des EHPAD qui ont eu lieu il y a à peine 3 semaines, l'État et les différentes institutions ont été très claires là-dessus. Il n'y aura pas d'enveloppe supplémentaire et pas de revalorisation spectaculaire des salaires. Donc, il faut qu'on soit un petit peu plus ingénieux pour travailler mieux et pour réduire l'absentéisme et le turnover. Alors, en fait, on part d'un constat qui nous unit, c'est que les dysfonctionnements proviennent du foisonnement anarchique des intervenants. Ça, c'est vraiment le point de départ de notre réflexion. Et tout notre diagnostic, il nous mène à ça. Moi, je voulais vous livrer 3 réflexions. Premièrement, c'est que je me demande toujours combien de personnels différents un résident est susceptible de voir passer devant ses yeux. Ça me paraît une question fondamentale qui doit animer tous les cadres de notre milieu. Parce que sans ça, évidemment, ça se complique. Un intérimaire expérimenté, c'est ça une deuxième réflexion, est-ce qu'il peut délivrer plus de 70% du travail qu'on attend de lui, même s'il est expérimenté? Et qui délivre dans ce cas-là les 30% restants, c'est-à-dire l'huile qui fait tourner les rouages? Et à quel prix? Enfin, je voulais vous livrer aussi un exemple vécu, à peu près il y a 1 an. J'étais avec une équipe sur un établissement où il y avait une équipe à peu près complète qui était faite avec disparité, comme on rencontre souvent, et j'ai voulu évaluer la qualité des transmissions. J'arrive aux transmissions, je travaille avec la cadre de soins et je me rends compte quoi? Je me rends compte que l'outil, le logiciel de transmission ne peut pas délivrer assez de droits, c'est pas possible, pour permettre aux vacataires et aux intérimaires d'avoir un accès et des codes d'accès. C'est tout bête, c'est une problématique toute bête, mais imaginez-vous bien que dans ce cas-là, c'est du bouche à oreille qui fait que la transmission arrive jusqu'à l'outil quand elle est réalisée. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans quand même, on envisageait la transmission au pied du lit. On n'y a pas renoncé, certes, mais j'ai l'impression quand même qu'on a loupé une marche au passage. Alors notre constat, il est clair, hein, le foisonnement anarchique des personnels ne répond pas en fait aux besoins d'un établissement. Et c'est ce qui est véritablement la première cause des dysfonctionnements et de la création de situations de maltraitance. Ce n'est pas tant une personne ou une autre, c'est surtout ce foisonnement anarchique, puisque parfois, tu m'as dit, Hervé, que pour 30 équivalents temps plein, on peut trouver jusqu'à 80 personnes différentes qui interviennent le même mois. Donc évidemment, il y a une impossibilité de gérer correctement. Évidemment, face à ces difficultés, le classique, c'est toujours un petit peu plus. C'est un réflexe managérial, un réflexe humain. C'est quand on a moins, et on essaie de faire un peu plus. Donc on veut plus de vacataires, payer des meilleurs salaires, etc. Et on se trouve devant une course à l'échalote, si j'ose dire, d'en rajouter toujours un peu plus. Ce qui n'est jamais une solution. Ce qui
masque un temps les difficultés, mais pas pour trop longtemps. Revenons donc aux causes initiales de ce foisonnement anarchique qui est l'absentéisme, qui est le moment où une personne décide de ne pas aller de ne pas aller travailler. Alors, pour lutter efficacement et pragmatiquement contre l'absentéisme, il faut se demander ce qui empêche finalement un employé de se lever et de venir au bureau au travail, quand il en a encore le choix. Alors, précisons, il y a trois situations d'absentéisme. La première, c'est la maladie ou la situation qui interdit ou empêche formellement de venir. Évidemment, là, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a à l'autre extrême la situation de la simulation, la fraude. Évidemment, on ne parle pas de ça. Il y a le cas le plus fréquent, c'est quand il y a une vraie raison de ne pas venir, mais que cette raison n'est pas complètement bloquante. On peut venir avec une migraine, on a des solutions. Et c'est cette troisième situation que nous traitons en cherchant les causes réelles et surtout les causes vécues. C'est-à-dire ce qui se dit à ce moment-là, ce que la personne se dit quand elle a le choix de venir ou de rester et d'attendre d'être guéri ou de régler son problème. Donc, il ressort de nos nombreux entretiens avec des soignantes. Alors, par soignante, on entend les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les infirmières, toutes les personnes qui accompagnent le soin sur le terrain. Donc, il ressort de nombreux entretiens avec ces soignantes qu'elles vivent un sentiment de solitude profonde dans l'activité du soin. Et ce sentiment se pose à ce moment-là, quand les personnes sont là, seules chez elles, à prendre la décision de venir ou pas. Et ce profond sentiment de solitude montre bien qu'il y a une coupure avec le collectif, à la fois une coupure avec le collectif de l'équipe, mais une coupure avec l'ensemble du processus de soins. Pour illustrer ça, je laisse Hervé Je voulais vous faire part aussi d'une autre expérience que j'ai vécue il y a encore quelques mois. Dans un établissement, un monsieur venait d'arriver comme résident, en tant que résident, et il était polypathologique comme on les rencontre souvent, et il avait une hémiplégie ancienne, résiduelle, qui faisait partie de ces polypathologies. Il est pris en charge et je vois aux transmissions une soignante qui non seulement a adapté ses actes à la situation, puisqu'elle s'est rendue compte que l'hémiplégie nécessitait qu'on mobilise la personne du côté droit et non pas du côté gauche, et elle a mis en avant et verbalisé ça auprès de ses collègues et bien sûr dans le cas des transmissions. Donc elle a mis en fait son expertise professionnelle, je dirais sa puissance, son envie de servir à quelque chose au profit de ce résident. Qu'est-ce qui se passe? 3 jours après, quand elle revient, elle constate quoi avec moi-même, parce que j'avais aussi interrogé la personne en question. Nous constatons que cette personne n'est pas davantage mobilisée du bon côté, qu'il souffre en conséquence, une fois sur deux, des mauvaises mobilisations. Et donc, en fait, que son propos, qui était très puissant à la base de cette soignante, il s'est effiloché à travers du temps. Et en fait, il a accouché d'une souris. Et c'est cette histoire et son dénouement hasardeux et malheureux qui vient à l'esprit de la soignante, en fait, au moment de décider si elle avertit l'IDEC de son absence ou si elle décide de venir, dans le cas où elle l'avertit, ou si elle décide de venir et de se lever le matin, malgré sa migraine. En fait, en conclusion, ce sont des micro-événements qu'on n'a pas tous, qui sont très difficiles à identifier si on ne prend pas le temps de le faire, et qui amènent à choisir de venir ou de s'absenter. Évidemment, alors, merci Hervé. Donc, il y a ces histoires qui sont un petit peu douloureuses à vivre, mais il y a des choses plus graves. Et à l'image de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille, le 25 août dernier, qui portait sur une soignante avait contesté son licenciement pour faute individuelle grave. Et parce qu'elle a été licenciée pour maltraitance. Et donc, je vous lis juste les motifs. C'est que, selon l'inspectrice du travail, il faut apprécier donc sa situation au regard du contexte général du travail, qu'il y a une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation importante des soins et des conditions de travail.
D'ailleurs, on vous a envoyé on vous a proposé un sondage là-dessus. Vous voyez qu'à un moment, cette personne-là, chez elle, seule, se trouve confrontée au choix de faire un effort de venir ou au contraire de se souvenir de toutes les difficultés, voire les risques qu'elle encourt à venir et à réaliser de la maltraitance et à avoir des actes qui la mettent dans des situations de maltraitance. Donc, malgré une prise en compte des suggestions des soignantes, et non seulement les effets finalement sont limités sur le soin des patients, mais en plus ils sont contre-productifs. Contre-productifs quant à la reconnaissance et l'expertise du soignant, puisque le soignant avait vu qu'il y avait une hémiplégie, il y avait des séquelles d'hémiplégie, et il fallait les traiter, mais finalement, ça n'a pas été reconnu, donc son expertise n'est pas reconnue. Les effets aussi devraient renforcer son identité professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui amène quelqu'un au coucher, mais plutôt qui fait attention à tous les gestes nécessaires au coucher et au lever. Donc, quand ce n'est pas suivi des faits, son identité professionnelle s'en trouve aussi affectée. Et évidemment, l'intimité de la relation aussi n'est absolument pas reconnue. À titre d'illustration, d'ailleurs, je vous livre un autre témoignage d'une soignante à domicile. Et vous verrez que les choses peuvent être très, très différentes sur des micro-événements. Je vous lis in extenso son témoignage. Donc, ouvrez les guillemets, j'ai accompagné mon patient qui était atteint d'une démence à corps de Lévy et son épouse bien portante chez le neurologue à l'hôpital. Il avait des hallucinations persistantes et inquiétantes. Le neurologue lui a donc prescrit un médicament que le patient n'avait encore jamais pris. Raconte la soignante poursuit, en écoutant le neurologue et connaissant mon patient, j'ai estimé que son sommeil pouvait en être perturbé, de même que son appétit et son humeur. J'ai donc demandé à l'épouse qu'on aille ensemble chez le médecin de famille afin de requérir son avis. Et lors de l'échange, j'ai suggéré au médecin de famille d'alléger la prescription le temps d'une période d'observation pour savoir quels allaient être véritablement les effets secondaires. C'est ce qui a été fait. Donc, vous voyez là, alors, je ne sais pas, la suite, la suite est peu importante. Ce que l'on remarque dans ce récit, c'est que la soignante conserve son rôle et sa place. Elle n'est pas expert, elle ne devient pas médecin, mais s'ajoute à son rôle l'organisation du soin et la sollicitation du bon expert. Si on revient au cas de l'hémiplégique, on aurait pu solliciter un ergothérapeute ou un kinésithérapeute. Son rôle est de coordonner l'ensemble du soin. Un dernier point que l'on peut soulever dans ce récit du domicile, c'est que la reconnaissance de la famille, en reconnaissant son expertise, en l'amenant chez le médecin de famille, finit de consolider son identité professionnelle. Et donc, derrière le terme d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignante, se dessine une véritable expertise et un rôle qui est reconnu. Ça, c'est notre diagnostic. Voilà ce qui se passe, ce qui devrait se passer au moment où la personne veut venir au travail. Il faut essayer de transformer son vécu et d'un vécu un petit peu négatif, retrouver un vécu positif. Or, le problème, et c'est ce que vise notre méthode, c'est que dans le quotidien du soin, il est nécessaire de connaître ces moments-là qui rendent les actes du soignant puissants et impactants. Il faut comprendre à quel moment ils perdent de leur puissance, ils sont moins impactants. Mais il y a tant de gestes et tant d'interactions qu'on ne peut pas le deviner. Il faut vraiment aller sur le terrain. Comme vous le savez, travailler, ça consiste finalement à agir sur notre environnement physique et social. Et plus on a de pouvoir d'agir sur cet environnement, plus notre motivation est décuplée. Et donc, on se lève malgré la migraine. Donc, certaines tâches de détail, finalement, revêtent une importance démesurée. Et ce sont ces tâches qui nous rappellent notre pouvoir d'agir. Ce sont ces tâches auxquelles nous devons accorder l'importance, mais qu'il faut essayer de rechercher. Donc, anticiper et réduire l'absentéisme, c'est finalement, comme le turnover, ça consiste à identifier ces moments-là, à en saisir la richesse et à les restituer aux soignantes pour leur permettre de les réinvestir, de se réengager dans un processus de soins vertueux et de redonner ainsi
tout le sens à leur travail. Voici quelle est notre méthode. Alors, elle se fait en 2 étapes principales et je vous présente donc nos outils. Le premier, ce sont des groupes process. Des groupes, donc nous réunissons tous les soignantes d'un EHPAD, comme on a dit, c'est les auxiliaires de vie, tous les gens de terrain. Donc, on réunit dans des groupes process qui sont animés par des professionnels, dont moi. Les soignantes décrivent ensemble les étapes du processus, du parcours de soins, du projet de vie. Et certaines étapes, naturellement, font l'objet de discussions. D'ailleurs, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'un parcours de soins et d'accompagnement, c'est souvent fait d'arbitrage, de négociation et d'aménagement. Mais ce sont ces moments-là qui sont essentiels pour le soignant parce que, à nouveau, ça permet d'avoir la reconnaissance de l'expertise et de consolider l'identité professionnelle. Je vous détaille d'ailleurs l'image qui est schématiquement, en modèle réduit, ce que l'on retire d'une réunion de soignantes. Les post-it jaunes décrivent les étapes du soin qui sont unanimement partagées par les soignantes. Les post-it orange décrivent des étapes que certaines réalisent et d'autres non, ou qui pour elles sont un peu subalternes et ne nécessitent pas d'être décrites. Les post-it verts, très importants, décrivent justement ces moments qui devraient faire l'objet d'aménagement et de négociation et qui sont essentiels, mais parfois, quand on les empêche de participer à ces négociations, quand ces moments deviennent trop protocolaires, alors elles ne sont pas valorisées et elles ne s'y retrouvent pas. Enfin, les post-it roses décrivent les solutions consensuelles qui sont co-construites, comme on dit aujourd'hui, et qui ne peuvent apparaître que lors des groupes process. Donc, ces groupes permettent d'identifier les moments charnières de votre établissement. Et j'ajoute d'ailleurs que nous proposons le même exercice de description de soins au personnel encadrant, de façon à ce qu'on ait les 2 représentations distinctes, souvent distinctes, du parcours de soins et du parcours de projet de vie. À la fin, on compare ces 2 projets et on les soumet aux parties. Par contre, ces deux représentations. Mais avant la comparaison, il y a la 2e étape. En quoi consiste-t-elle? Donc, les post-it verts qui sont des moments charnières, qui demandent des négociations, sont dessinés sous forme de BD. Et cette BD est un questionnaire individuel, puisque chaque soignante va le remplir. Donc, la BD est construite avec un certain nombre de vignettes qui se succèdent comme une BD. Chaque soignante remplit la totalité des bulles. Donc, à la fois ce qu'elle dit et à la fois ce que le patient pense ou alors ce que la famille pense. Quand on fait cela, donc en vous restituant cela, vous récupérez, si j'ose dire, le 360 degrés de sa représentation de la situation. C'est elle qui... Et comme ça, ça nous permet de saisir et les amener à verbaliser ce qui est essentiel. Elle nous raconte finalement toutes leurs relations intimes, puisqu'elles nous livrent leur vécu et ce que les résidents pensent selon elles. Donc, évidemment, autour de cela, nous avons construit un protocole de traitement de données sémantiques que nous croisons avec ce que nous récupérons des groupes process. Et à l'issue de cela, on travaille des préconisations que l'on rapproche des solutions classiques d'anticipation et de traitement du turnover et de l'absentéisme. Mais l'objectif, vous le voyez, c'est qu'au moment où une personne hésite à envoyer son SMS à l'IDEC disant « je veux venir ou je serai absente », il faut qu'elle se souvienne, il faut qu'on ait réussi à lui restituer ces moments-là, de lui faire revivre de façon à ce qu'elle soit complètement réengagée. Une soignante ne veut pas manquer ce moment-là, si tant est qu'il ait du sens pour elle. C'est ça que nous proposons comme méthode. Voilà. Donc, en fait, juste pour revenir sur les post-it et ce qu'ils sont, pour vous donner une petite idée, vous allez avoir les post-it jaunes du haut qui vont être le processus de soins du matin, par exemple. Les post-it orange ou vert qui vont être les moments où il faut répondre aux appels malades et qu'on n'a pas prévu forcément de processus de soins, les moments où le médecin traitant va arriver comme ça à la volée et qui va faire dysfonctionner un peu l'ensemble.
Et tous ces points-là, s'ils ne sont pas traités correctement, si on ne donne pas la possibilité aux soignants de s'y retrouver et de s'exprimer à travers ça, on risque d'avoir des soignants qui vont devoir, qui vont devoir tricher avec la règle pour pouvoir continuer à réaliser le processus de soins. Parce que, justement, ils ne vont pas être au clair sur la façon de gérer toutes ces phases qui n'étaient pas prévues. Donc, leur donner la parole, c'est remettre du sens et remettre un cadre qui leur permet de se sentir safe par rapport à tout ça aussi. Bien, donc, à l'issue de notre démarche et des préconisations qu'on vous aura faites, voici ce que l'on vise comme processus vertueux. En fait, oui. Le but, c'est de faire tourner la machine dans le bon sens. Donc, on a vu qu'on allait avoir une reconnaissance de l'expertise à travers ces micro-événements. J'insiste sur le titre de micro-événements parce que ça veut dire que ce sont des événements qui ne sont pas identifiables au départ. Si on n'a pas cette analyse des causes qui est réalisée vraiment auprès de l'équipe, du personnel, individuellement. À partir de là, on va avoir plus de motivation et moins d'absentéisme parce qu'il va y avoir une certaine forme de solidarité qui va se recréer. Et ça, c'est très important. C'est souvent la solidarité de l'équipe, ce sens du lien entre l'équipe qui fait que ça tient. Et tout de suite, on va avoir des économies instantanées. Vous savez comme moi qu'on peut perdre facilement des dizaines de milliers d'euros par mois dans la profusion des soignants qu'on emploie pour sauver la situation au jour le jour. On va avoir aussi, toujours assez vite, une prise en charge individualisée qui va plaire aux familles, qui va plaire aux résidents et qui va satisfaire en fait la qualité perçue. Et là, on arrive sur un point qui est très important parce que on ne peut plus travailler avec des familles qui ont une défiance envers l'institution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre soignant, qui est la personne, qui est l'interface le plus réelle, le plus tangible, le plus direct avec la famille, doit spontanément avoir envie de parler correctement de l'établissement. Et ça, cette réalité, il est nécessaire, et on l'a si jamais on a fait ce travail préalable. Et du coup, il va y avoir une confiance généralisée qui va commencer à s'installer, une sérénité qui va permettre de ne pas se retrouver dans des cas avec une défiance forte contre l'établissement et donc avec des enjeux qui peuvent être même judiciaires, administratifs et puis humains avant tout auprès du résident. De façon générale, je pense que cet engagement renouvelé de tout le monde, puisque ça touche les familles, les résidents, les différents acteurs, cet engagement renouvelé de tout le monde permet réellement de s'obtenir en fait une adhésion de la société civile. Et vous marquerez que dans les grosses difficultés qu'ont rencontrées les gestionnaires actuellement, c'est qu'en fait, il y a une défiance telle de la société civile que ça leur a pété la figure. Donc, je pense que notre fonctionnement, notre méthode permet de solidifier l'édifice autour d'une acceptation commune de la prise en charge et d'une confiance commune dans tous les sens. Voilà, c'est ici que se finit notre présentation. Je voudrais ajouter un point, c'est qu'il y a deux dimensions essentielles qui ont été profondément modifiées. C'est ce qui ressort des nombreux échanges qu'on a eus à la fois avec les soignants et les directeurs d'EHPAD. C'est les dimensions du temps et la dimension de l'espace. L'EHPAD, on essaye absolument de le renouveler. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les projets de loi, dans les différents rapports, même les rapports sur le reste à charge de Mme Pires-Beaune. Il y a deux dimensions qui sont en train de changer et dont il faut absolument tenir compte et que l'on essaie de faire puisque on s'attaque, on essaye de saisir le vécu. La dimension du temps, c'est d'abord que c'est long. Les maisons de retraite avant accueillaient des gens qui étaient pas en fin de vie mais presque. C'est pas du soin palliatif, mais c'était comme on le dit encore, comme le disent les gens qui refusent d'aller en EHPAD. Ils veulent pas aller dans des mouroirs. On parle beaucoup du taux d'occupation qui a chuté, mais quand on parle avec des gens à domicile, ils veulent pas aller en EHPAD parce qu'ils veulent pas aller dans des mouroirs. Or, aujourd'hui, l'EHPAD n'est pas un mouroir. L'EHPAD est un endroit qui accueille des résidents pour plusieurs années. Et pendant ces années-là, leur état va évoluer. Donc, il y a d'une part, il y a premièrement cette dimension de temps qui a profondément changé et dont il faut tenir compte dans la gestion.
Et le deuxième point, c'est l'espace. On parle d'EHPAD plateforme, on parle de ce qui est de l'élargissement de l'EHPAD. Dans l'espace, il y a surtout les acteurs. L'acteur assez nouveau, c'est la famille. Il était déjà présent, mais aujourd'hui, il acquiert un rôle. C'est-à-dire que d'abord, il y a des médiateurs. D'abord, il vient, il donne son avis, il requiert, il a aussi besoin de conseils parce qu'il est face à des professionnels et comme il accompagne quelqu'un pendant plusieurs années, il a besoin de comprendre pourquoi l'État a changé, comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui reconnaît moins, qui a des hallucinations, qui a des pertes de mémoire, etc. Donc aujourd'hui, la famille est en profonde interaction avec le personnel soignant. Il est aussi en profonde interaction avec la direction, mais sous un autre versant, puisqu'on parle de médiation. Je reviens sur l'arrêt du tribunal, du tribunal administratif de Marseille, puisque la personne, la soignante qui a été licenciée, l'a été parce que notamment elle a mal parlé aux familles. Donc ils demandent à avoir des comptes et on leur rend des comptes. Et pourquoi je vous parle de cet arrêt-là, c'est parce que on remarque maintenant que la justice tient compte de cet acteur-là. Donc en reprenant le vécu, et c'est là toute notre méthode, en reprenant le vécu, on intègre tous les acteurs qui font sens pour ces soignantes-là et pour toutes ces équipes soignantes. À nouveau, ce qui empêche quelqu'un de venir, c'est qu'il ne se sent plus avoir d'influence, d'impact sur son environnement physique et social. Une gestion d'EHPAD qui consisterait à voir qu'il y a des équipes soignantes, une direction et des résidents, mettrait de côté un certain nombre d'autres acteurs et donc passerait à côté de la réalité du travail et donc n'aurait pas un management qui correspondrait à cette nouvelle réalité. C'est un petit peu tout notre cheminement et donc j'en reviens au début et c'est ce qui amène à travailler mieux, donc travailler mieux vis-à-vis du résident, vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de l'ensemble de l'institution. Si, de façon accessoire, on en vient à parler du taux d'occupation. Les taux d'occupation ne sont pas folichons actuellement dans les EHPAD. Et même si ce n'est pas la raison première de notre engagement de Benjamin et de moi, les effets sont assez spectaculaires aussi sur le taux d'occupation. Tout simplement pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, si les résidents ont du mal à franchir la porte de l'EHPAD, c'est avant tout parce qu'ils préfèrent se dégrader une situation délétère, inhumaine à domicile, plutôt que de tenter l'EHPAD. Donc, c'est la défiance de l'EHPAD qui fait qu'ils ne viennent pas. Ils sont là, les résidents. Ils sont là, même plus qu'avant. Il y a le baby-boom qui commence à se faire sentir. Mais en fait, le passage à l'EHPAD, de par les circonstances, de par aussi la presse et ce qui s'est passé dans nos établissements, fait qu'il y a une telle défiance qu'on n'arrive pas à remettre les choses, à remettre la confiance en place. Ce cercle vertueux permet vraiment, en s'appuyant sur les salariés, en s'appuyant d'abord sur les équipes, à changer la marque employeur, mais aussi la marque de fournisseur de services que propose l'EHPAD, qu'il soit public, associatif ou privé. Donc, tout ça est lié maintenant et le personnel, c'est celui qui peut décider de casser un EHPAD par une phrase ou de réhabiliter, parce qu'il s'y sent bien et que ça sent dans son langage, le fonctionnement de l'EHPAD, de l'encadrement et de l'organisation générale. Ça sera de plus en plus comme ça à l'avenir. Bien, nous vous remercions. Je crois que le webinaire prend fin. Il n'y a pas eu trop de questions. Néanmoins, donc nous allons vous faire parvenir le support. Comme ça, vous aurez toutes nos coordonnées si vous voulez réagir. Et on essaiera de revenir vers vous sous forme de newsletter. Surtout, on va commencer à analyser cette décision de justice puisque elle n'a pas relaxé, elle n'a pas remis en cause le licenciement, mais elle a demandé de regarder les choses sous un autre contexte, sous un autre angle, en tenant compte du contexte global. On va le faire analyser par des avocats spécialisés, vous
présenter notre avis et puis essayer de requérir vos réactions. Nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté et restons à votre disposition si vous voulez poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Bonne journée.